6h. Excellent jeudi, madame, messieurs, merci de rester avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue dans la première session de l'information. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle, dans l'actualité de ce jeudi, lutte contre la vie chère, des comités de surveillance bientôt installés et puis ce rendez-vous politique important, le président de la République va recevoir l'ancien chef de l'État, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo vont se rencontrer mardi prochain au palais présidentiel. Principale information du Conseil des ministres tenue ce mercredi, on en parle dès l'entame de ce journal. Un traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso édition 2021. L'événement se tient à Abidjan cette semaine, nous vous ferons l'historique de ce traité d'amitié. Et puis intempérie mortelle après l'Europe, c'est au tour de la Chine, la ville de Jiangsu sous les eaux. En une journée, il est tombé l'équivalent d'un an de précipitations. Plus de 200 000 personnes évacuées. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal, vous suivez l'édition de 6h. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la République et l'ex-président Laurent Gbagbo vont se rencontrer. Un rendez-vous politique important, ça sera mardi prochain au palais présidentiel. Information donnée à l'issue du Conseil des ministres, tenu donc ce mercredi. La réunion gouvernementale annonce également l'installation du comité locaux de lutte contre la vie chère. Le gouvernement confirme la fin des coupures intempestives d'électricité sur l'ensemble du territoire national et révèle une réserve de 80 MW pour le pays. La journée de l'excellence a lieu cette année, le 6 août prochain, au palais de la présidence. On fait le point de ce Conseil des ministres avec Tiemoko Diarasouba. Le chef de l'État avait exhorté ses concitoyens lors de la prière marquant la fête de la Tabaski à poursuivre leurs actions dans la dynamique de préservation de la paix prônée par le gouvernement. Et comme pour joindre l'acte à la parole, le porte-parole du gouvernement annonce au lendemain de cette déclaration de l'Aïd el-Kébir une rencontre entre le président de la République et Laurent Gbagbo. Une rencontre précédée d'un contact téléphonique, confirme Amadou Koulibaly. Oui, il y a eu un contact et que le président Ouattara recevra donc M. Gbagbo Laurent le mardi 27 au palais de la présidence ici. Reconnaissant la hausse de plusieurs produits de première nécessité sur le marché, le porte-parole du gouvernement donne ici les causes liées à cette augmentation des prix. Il convient d'indiquer que les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire. En effet, les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre 2020 et ont encore marqué un fort rebond au premier semestre 2021. De façon générale, le renchérissement des prix s'explique par la forte demande internationale de certains produits, le rationnement de l'offre et la hausse du coût du fret ainsi que des facteurs qui sont liés à notre pays, à savoir donc la crise énergétique que nous avons connue récemment, mais également une baisse de l'offre de certains produits agricoles. Face à cette situation, plusieurs mesures ont été arrêtées en vue d'apporter des réponses immédiates aux préoccupations des populations. Il s'agit de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également donc de renforcer la surveillance du marché, de l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Enfin, le gouvernement confirme la fin du rationnement de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national pour les ménages et les entreprises. Mieux, la normalisation de la situation permet à la Côte d'Ivoire d'avoir une réserve de 80 MW. Le Conseil des ministres a aussi abordé la question liée à la situation sanitaire et à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le gouvernement a fait le point de l'opération et annonce un plan d'approvisionnement en vaccins d'ici à décembre prochain. On en sait un peu plus avec Corona Congo. La situation sanitaire semble sous contrôle en Côte d'Ivoire, mais le coronavirus se signale toujours sous diverses manifestations. En plus des mesures barrières, le gouvernement insiste sur le port du masque et la nécessité de se faire vacciner. Le vaccin contre la Covid-19 enregistre aujourd'hui un succès. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, fait le point. 905 475 doses de vaccins ont été administrées à la date du 19
19 juillet 2021 contre 1 26 870 doses reçues à la même date, soit 88,18% avec 3 types de vaccins, AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm. Le défi majeur pour le gouvernement reste le maintien de la campagne vaccinale. À ce sujet, un plan d'approvisionnement en vaccins jusqu'en décembre 2021 est annoncé. 811 054 doses ont été administrées en première dose et 94 421 en deuxième dose. 500 000 doses d'AstraZeneca attendues d'ici fin juillet. En août, 1 700 000 doses d'AstraZeneca. En septembre, 1 million du vaccin AstraZeneca. Et d'octobre à décembre, nous attendons 3 500 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. L'objectif majeur du gouvernement est d'atteindre 60% de la population de 18 ans et plus, avec une cible mensuelle de 1 million de personnes à vacciner par mois, soit 7 millions de personnes d'ici fin 2021. Et puis l'édition 2021 du TAC se tient cette semaine. Oui, le traité d'amitié et de coopération se tient à Abidjan. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est plus d'un siècle d'histoire. 2 pays dont le destin se confond et qui sont désormais condamnés à vivre ensemble. Une longue amitié qui a abouti en 2008 à la création du TAC, le traité d'amitié et de coopération. Jérôme Kouakou revient sur l'historique de cette amitié ivoiro-burkinabé. L'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso remonte en 1919. À l'époque, le territoire sud de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, devient une partie de la Côte d'Ivoire coloniale. Au moment de l'indépendance des États africains, les 2 pays étaient même prêts et s'étaient mis d'accord pour faire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire un seul et même pays. La preuve, le Burkina Faso est indépendant le 5 août 1960 et la Côte d'Ivoire le devient le 7 août de la même année. Voilà près d'un siècle que les destins du Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, et de la Côte d'Ivoire s'entremêlent comme ceux de jumeaux qui, au plus profond de leurs entrailles, ressentent les mêmes choses et se savent condamnés à vivre ensemble. C'est à la colonisation française que l'on doit cette histoire si particulière. Le peuple Mossi, autour duquel a été construite la Haute-Volta, commence dès 1925 à migrer vers la Côte d'Ivoire, considérée à l'époque par la France comme le nouvel Eldorado. Pour le colon, il s'agissait là de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire une main-d'œuvre abondante et disciplinée. Les voltaïques affluent alors en masse en Côte d'Ivoire et partout où il y a des plantations, d'abord en qualité de manœuvre, puis comme planteurs. Un afflux encouragé par Félix Houphouët-Boigny qui affirme en 1963 que la terre appartient à celui qui la met en valeur. La communauté burkinabé vivante en Côte d'Ivoire est évaluée en 2014 à 3,5 millions, dont 61% nés en Côte d'Ivoire. C'est la communauté étrangère la plus importante. On les rencontre pour la plupart en milieu rural. Pour matérialiser cette étroite collaboration, il naît le 29 juillet 2008 à Ouagadougou le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. 5 objectifs majeurs sont assignés au TAC, à savoir instaurer un cadre permanent de concertation entre les 2 pays, mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité des 2 pays, consolider les relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines d'intérêt commun, notamment culturels et artistiques, stimuler le processus d'intégration sous-régionale et enfin promouvoir le bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Chaque année, 240 millions de francs CFA sont mobilisés pour sa mise en œuvre. Avec le TAC, il devient plus qu'urgent de continuer de renforcer l'axe Ouagadougou-Abidjan, car comme le disait le président Alassane Ouattara lors d'une visite à Ouagadougou en 2011, chaque Ivoirien est chez lui au Burkina et chaque Burkinabé est chez lui en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Affaires maritimes, 74 agents ont prêté serment. 74 agents d'affaires qui ont donc prêté serment au tribunal d'Abidjan. Ils ont juré devant les institutions judiciaires de mener à bien la mission qui leur sera confiée. Les agents d'affaires sont issus de la Chambre nationale des affaires. Maître Kakou Oumou Rémy est membre du bureau exécutif de cette chambre. Il revient ici sur la mission assignée à l'agent d'affaires. C'est un professionnel qui est un peu un coach auprès des opérateurs économiques, du citoyen lambda, pour lui donner des orientations dans le monde des affaires, qui reçoit un mandat de ceux-là pour les représenter dans un certain nombre de domaines, notamment le recouvrement des créances, l'administration de leurs biens, on fait aussi le courtage, la mise en relation d'opérateurs économiques, d'hommes d'affaires, pour les orienter dans les affaires. Aussi, on fait les transactions. Vous savez que quand on est en train de faire des affaires, il y a parfois des moments où des difficultés naissent. Il faut pouvoir transiger entre les parties pour qu'ils trouvent un accord amiable, préalable, pour éviter même de se trouver devant les tribunaux. L'agent d'affaires peut servir de témoin pour aider les personnes à trouver un accord et éventuellement, quand l'accord est trouvé, c'est mieux ainsi. On ne va pas devant les tribunaux, on a trouvé une solution et l'accord qui est trouvé fait office de la chose jugée au titre de l'article 2044 du Code civil.
Radio Côte d'Ivoire, Korogo 95.9. Et on va à Korogo pour parler des résultats du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du brevet de technicien BT qui sont connus depuis le week-end dernier. Sur 648 candidats, 563 ont réussi à leur examen. Le taux de réussite s'élève à 86,88%. Cette année encore, les filles sont en tête avec 314 admis contre 249 chez les garçons. Assis Kwasi nous en parle. Centre de formation professionnelle de Korogo, il est 14h, la cour grouille de monde. Non loin du mât, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et du brevet de technicien se bousculent pour regarder leur nom sur les listes affichées par le jury. Yao Laetitia vient d'être délivrée, ça a marché comme on le dit couramment, la famille l'attend. Elle a l'air très pressée. Gigi, d'abord chérie, j'ai compté sur moi-même. De la maison, il y avait peur là. Tu es contente de m'attendre à la maison. On va fêter ça. Un peu plus loin, devant une salle, de longues files se dressent pour le retrait des collantes sous des manguiers. Déborah Soro-Thérénime a enfin les yeux sur ses résultats. Elle est très fière. IF1, il y a eu 13, IF2, 12, IF3, 13. On m'a remis attestation de réussite. Et appelé à la maison tout de suite. Le constat est clair, les filles du Poro continuent de saisir la perche tendue par le gouvernement pour la formation. Chez les garçons, c'est plutôt le revers de la médaille, surtout cette année. Le directeur du centre de formation professionnelle de Korogo accuse avant tout les parents d'élèves. Soro Salifou. Ils ne viennent pas du tout à l'école, ils sont totalement absents de l'école. Dès la rentrée prochaine, nous allons tenir un langage très franc avec les parents d'élèves à suivre les enfants aussi bien à la maison que de temps à autre à l'école. Notons que 648 candidats au total ont composé cette année dans 13 filières. Parmi ces filières, les plus importantes, ce sont les CAP, sanitaire social et secrétariat, avec 90% de filles diplômées chaque année. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et de Korogo, on va à Mans où le cercle des pasteurs des églises USO s'agrandit. 10 pasteurs issus de la 26e promotion viennent de terminer leur formation à l'Institut biblique de Mans, sanctionnés par la remise de leur parchemin. Gervais Kwasi. Au nombre de ces 10 pasteurs qui sont désormais aptes à diriger une église figure une dame. Les 3 années de formation passées à l'Institut biblique leur permettront d'être mieux outillés pour prêcher la parole de Dieu d'une part et gagner des âmes au Seigneur d'autre part. Les nouveaux pasteurs, à l'image de 2 des leurs qui ont bien voulu se prêter à notre micro, disent mesurer l'ampleur de la mission qui leur a été confiée, c'est-à-dire servir Dieu. Kano Olivier, je voudrais encourager les jeunes gens qui aujourd'hui pensent que devenir pasteur c'est difficile ou bien c'est un lieu où on n'a rien. Je veux les encourager. Dieu il pourvoit. S'ils ont reçu l'appel, il ne faut pas y rester à la maison. Tiens, Jeannette, épouse Cla, je remercie le Seigneur de m'avoir choisi. Désormais, j'aurai la lourde tâche d'enseigner les femmes, la jeunesse et les jeunes à marcher aussi sur le chemin de Dieu. Le directeur de l'Institut biblique de Mazra-en-Pleu n'a pas manqué de donner des conseils aux 10 serviteurs qui font leur premier pas dans l'univers pastoral. Pasteur Lys Adjibli. Seul conseil qu'on puisse vraiment donner à quelqu'un qui veut servir Dieu, quelqu'un qui veut répandre le parfum de Christ, c'est de s'attacher aux Écritures. Enseigner ce qui est écrit. Ne pas enseigner ce qu'on pense. On peut penser de bonne foi que telle ou telle chose est juste, mais qu'est-ce que la parole de Dieu, elle enseigne et qu'est-ce qu'elle dit? La promotion Union a passé le témoin à la 27e promotion dont la sortie est prévue en 2022. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et toujours dans le domaine religieux, le ministère chrétien Message de Vie fait don de matériel médical au centre hospitalier régional de Bondoukou. Une action sociale de Message de Vie qui s'inscrit dans le cadre de la campagne d'évangélisation dénommée Tour 931, avec pour seul objectif manifester l'amour de Christ aux nations. Méchac Steve. Le matériel médical offert au centre hospitalier régional de Bondoukou comprend 30 lits, 30 matelas, des produits désinfectants, des cordons de bistouri, aussi 2 tables d'opération, une table d'anesthésie, d'un bloc opératoire du CHR de Bondoukou est réparé. Dans le même élan, des vivres et non-vivres ont été distribués à Tanda, Bouna et Bondoukou. Coût total, plus de 82 millions de francs CFA. Le pasteur Mohamed Sanogo, président de Message de Vie. Pour les interventions chirurgicales, depuis qu'on les fait, on s'est rendu compte que beaucoup de blocs opératoires restent à faire et à réhabiliter parce
parce qu'en voulant opérer des personnes gratuitement des villages environnants, on a un afflux massif de personnes qui vont avoir des soins gratuits. Il s'est trouvé que généralement, les hôpitaux n'étaient pas prêts à recevoir autant de malades en même temps. Donc cela nous a amené par la suite donc, à avoir une politique dans nos actions de réhabilitation, d'équipement. Ces dons du ministère Message de Vie sont répartis dans les centres hospitaliers de Bouna, Bondoukou et Tanda. Recevant ces présents, les différents bénéficiaires disent leur satisfaction. Baï Adolphe Seba, directeur du CHR de Bondoukou, tous nos matériels qui étaient désuets ont été remis d'aplomb. Alors là, nous marquons une satisfaction totale et nous voudrons dire merci à Message de Vie. Aïe Serge, directeur de l'hôpital général de Tanda. C'est donc que nous venons de recevoir en termes d'équipements médicaux. Ces lits-là viendront véritablement augmenter la capacité d'accueil de nos hôpitaux. Le tour 931 du ministère Message de Vie, créé en 1996, a été initié en 2012 et 29 villes de la Côte d'Ivoire ont été visitées pour annoncer le message de la rédemption en Christ. Meshach Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, intempérie en Chine, plus de 200 000 personnes évacuées. Les inondations qui touchent la province du Henan au centre de la Chine ont été qualifiées d'extrêmement graves par le président chinois Xi Jinping, avec des scènes de chaos dans la ville de Zhengzhou qui a vu tomber en 3 jours l'équivalent d'un an de pluie. Des champs d'arbres fruitiers et certaines voies express recouvertes par les eaux boueuses ont également envahi la ville, placée en alerte rouge, le niveau d'alerte le plus élevé pour la météo chinoise. Près de 1800 pompiers venus de 7 provinces sont arrivés en renfort, selon la presse officielle, auquel s'ajoutent 130 000 personnes de l'armée de l'air, l'unité nationale d'urgence de réponse aux inondations ainsi que le génie civil. Des soldats déployés le long des cours d'eau pour y déposer des sacs de sable. Et puis, en Afrique du Sud, les émeutes et pillages qui ont ensanglanté le pays ont fait 276 morts. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouvernement, revisant à la hausse un précédent bilan de 215 morts. Depuis que les troubles ont éclaté, 234 morts qui sont liés ont été recensés au KwaZulu-Natal. À ce jour, a indiqué dans un communiqué un ministre auprès de la présidence, faisant état de 42 morts dans la province du Gauteng, qui comprend les 2 principales villes du pays, Johannesburg et Pretoria. L'Afrique du Sud a été secouée par des émeutes il y a 2 semaines, émeutes consécutives à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Fin de ce journal, principale information, lutte contre la vie chère, des comités de surveillance bientôt installés et puis ce rendez-vous politique important. Le président de la République va recevoir l'ancien chef de l'État, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo vont se rencontrer mardi prochain au palais présidentiel. Principale information du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Merci à vous, Charles Cablan. Madame, Messieurs, c'était le premier journal de la journée. Sur Radio Côte d'Ivoire, à 7h, nous vous proposerons un nouveau journal. Et puis, on vous le disait, le tabac tue des milliers de personnes dans le monde. La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'est pas en reste. Pour lutter contre ce fléau, le réseau des communicateurs contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire lance un concours à l'intention des journalistes de Côte d'Ivoire. Nadège Kofi, donc, recevra dans un instant pour vous, à 6h20 précisément, Monsieur Dimiti Agoussi, président de ce réseau. Mais juste avant, le journal des sports, la 2e édition, journal désormais consacré aux Jeux Olympiques. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Actualité oblige, nous parlerons des JO. Koulibaly Sandou, bonjour. Bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. Il est exactement 6h18 à Abidjan, 9h de plus au Japon, soit 15h18 à Nissan Stadium Yokohama, lieu du match. Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite contemple le tournoi du football des Jeux Olympiques. Bienvenue à la quintessence du sport sur Radio Côte d'Ivoire. Et c'est demain, vendredi, que les lampions s'allument officiellement sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, Estelle, et ce, dans un contexte sanitaire et sécuritaire très particulier en raison de la Covid-19. La délégation ivoirienne, composée d'une 60aine de personnes, dont 28 athlètes, est en terre japonaise depuis dimanche dernier. Tous les membres de cette délégation ont été testés négatifs au Covid-19. Et autre bonne nouvelle, les athlètes ont reçu leur prime de participation après avoir reçu celle de la qualification. Les précisions de Kofi Betin, DG du sport, par ailleurs chef de la délégation ivoirienne au Japon, joint au téléphone par Radio Côte d'Ivoire.
toutes les délégations, nous avons suivi les formalités administratives, parce que la Covid fait partie des formalités administratives. La délégation ivoirienne, depuis sa prise en main à Abidjan, l'aspect sanitaire faisait partie des préparations. Donc ce suivi-là a permis aux uns et aux autres d'être dans les bonnes conditions en termes de santé. Et donc la Covid, c'est vrai, c'est une pandémie aujourd'hui qui s'attaque à tout le monde, mais la délégation a été épargnée et grâce à Dieu, nous sommes là, sains et saufs. Le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y a une transparence qui est établie, les primes qui doivent être payées, tout a été mis à la disposition. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire japonais, donc nous sommes là, il n'y a aucun problème de ressources. Kofi Betin, DG du sport, chef de la délégation ivoirienne au Japon. En attendant, les premières compétitions ont démarré avec le softball et le football féminin. Oui, le football féminin, la Zambie, unique représentante du continent africain, a vécu un véritable cauchemar face aux Pays-Bas hier. Victoire des Néerlandaises 10-13. Ce n'est pas du handball, c'est bien du football. Dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'est le match le plus prolifique. Championne du monde en titre, les États-Unis favorites de la compétition sont tombés 3-0 face à la Suède. Place ce jeudi à la première journée du tournoi masculin. 8 matchs sont au programme dans Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite dans la poule D, prévu tout à l'heure à 8h30. L'autre match de ce groupe va opposer à 10h30 le Brésil, les champions olympiques en titre à l'Allemagne, vice-champion. Une poule D très relevée, reconnaît Mas Alain Gradel, l'un des cadres de la sélection U23 des éléphants. Le plus important, c'est de déjà sortir des poules et puis après prendre match par match et c'est la meilleure des choses à faire. C'est des adversaires qui sont plus à présenter quand on te parle du Brésil, de l'Allemagne, de l'Arabie Saoudite, parce que moi je me dis qu'aucune équipe n'est à sous-estimer. L'Arabie Saoudite, c'est une équipe à prendre très au sérieux, autant que l'Allemagne ou le Brésil. Donc c'est une poule qui a été surnommée la poule de la mort, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de petite équipe et les équipes se valent, donc ça va être des matchs, un groupe vraiment disputé. Mas Alain Gradel, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, c'est tout à l'heure à 8h30 et c'est en vivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis les taekwondoïnes ivoiriens, grand espoir de médaille de la Côte d'Ivoire à ses joutes, sont situés sur leurs adversaires du tour. Oui, le médaille d'or 2016, Cissé Cheikh Salah débutera la défense de son titre olympique dans la catégorie des moins de 80 kg lundi prochain face au Marocain Achafre. Un adversaire qui a remporté la médaille d'or lors de la 20e édition de l'Open International d'Espagne qui s'est tenue en avril dernier. Le même jour, la médaille de bronze Gbagbi Marie-Christelle Croisira le fait dans la catégorie des moins de 67 kg avec la Tongienne Malia qui a remporté le bronze dans la catégorie des moins de 62 kg aux Jeux Pacifiques l'année dernière. Et puis le lendemain, mardi 27 juillet 2021, Bané Seydou, le capitaine des éléphants taekwondoïnes, dans la catégorie des plus de 80 kg, fera faire devant le Nigérien Alphaga Abdul, le médaille d'argent à Rio de Janeiro. Les deux athlètes se connaissent très bien pour s'être affrontés au dernier championnat d'Afrique à Dakar fin mai et c'est le Nigérien qui l'avait remporté. Et puis on termine ces Jeux Olympiques avec une note de tennis. Tirage au sort clément pour les favoris de ces Jeux Olympiques, Novak Djokovic et Naomi Osaka. Numéro 1 mondial, le Seb Novak Djokovic fera ses premiers pas samedi sur le court et ce sera contre Hugo Dellien, 139e mondial, bien moins dangereux que Juan Martin qui l'avait éliminé d'entrée il y a 5 ans à Rio de Janeiro. Dans le tableau féminin, la favorite Naomi Osaka a été épargnée par le tirage au sort effectué hier mercredi. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous des sports consacré à toute l'actualité des Jeux Olympiques. Rendez-vous à 8h30 pour Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite. Merci beaucoup Clébali, Sando. Et puis on attend toujours le point détaillé des événements. D'accord. Et pour vous le disiez, madame, messieurs, notre invité pour aujourd'hui est monsieur Dimitri Agoussi. Il est le président du réseau des communicateurs contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. Il est au micro de Nadège Kofi. L'invité du jour.
Monsieur Dimitri Agoussi, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de lancer le prix de lutte contre le tabagisme que vous avez dénommé la plume anti-tabac. Pourquoi ? Ce concours vise 2 objectifs. Un, impliquer davantage les journalistes dans la sensibilisation et la lutte contre le tabagisme, parce qu'en Côte d'Ivoire, le tabagisme fait 5000 morts chaque année. Et le tabagisme est incriminé dans 90% des cas de cancer, comme le cancer du poumon. Et le tabagisme coûte 28 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire parce que les malades liés à la consommation du tabac sont soignés sous les frais de l'État de Côte d'Ivoire. Nous disons, en tant que détenteur d'un pouvoir, le pouvoir de la communication, il était important d'initier ce concours pour impliquer ces journalistes-là à sensibiliser davantage les populations sur les dangers réels que constitue la consommation du tabac et des nouveaux produits du tabac. Je vais parler des e-cigarettes, des chichas et consorts. Alors, un concours pour les journalistes, qu'est-ce que vous attendez concrètement dans ce qui sera produit ? Nous attendons des journalistes de s'investir beaucoup plus dans la lutte parce qu'à un moment donné, on a vu avec le VIH-Sida, des journalistes ont changé le regard des populations sur cette maladie. Du coup, on n'entendait plus ce mot sidéen, on entendait beaucoup plus les personnes vivant avec le VIH-Sida. Pareil dans le cancer. Aujourd'hui, on veut que les journalistes s'impliquent davantage dans la lutte. Et c'est grâce à leur production, il y a des thématiques qui ont été déjà données. Et ils devront réfléchir sur 3 thématiques. Les conséquences liées à la consommation du tabac et des nouveaux produits du tabac, l'ingérence de l'industrie du tabac dans la lutte et enfin la vulgarisation de la loi anti-tabac qui date de 2019 parce que la Côte d'Ivoire a adopté une loi qui a été même promulguée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, mais depuis 2019, cette loi est méconnue du grand public. Donc nous voulons encourager ces journalistes-là à produire pour sensibiliser la population sur les dangers et aussi la vulgarisation de la loi anti-tabac. Un concours lancé depuis le 28 mai. Jusqu'à quand les journalistes doivent déposer leur production ? Le concours a été lancé le 28 mai, date d'ouverture officielle. Et les journalistes ont jusqu'au 20 août pour déposer leur production. On demande aux journalistes de toutes les presses confondues, que ce soit papier, radio, télé, de produire dans le but déjà de changer le comportement des populations et surtout d'être primés parce qu'il y a 3 prix et nous voulons au passage dire merci au DG de la RTI, M. Fousseni Dambélé, qui a accepté de parrainer le prix du meilleur article de presse. Nous voulons aussi dire merci au représentant pays de l'OMS, Dr Jean-Marie Yameogo, qui a décidé de parrainer le prix de la meilleure production radio. Et enfin, dit infiniment merci au ministre Pierre Demba, ministre de la Santé, qui a décidé de parrainer le prix de la meilleure production télé. Donc pour dire que tous les gens sont représentés, la télévision, la radio, la presse écrite, la presse numérique, tout le monde est appelé à compétir parce que les prix sont alléchants. Les noms que nous avons cités, ce sont des personnes qui sont bien connues, des personnes qui sont engagées dans la lutte anti-tabac et ces personnes-là, je pense, vont gratifier les vainqueurs de bon lot. Un prix pour chaque média. Est-ce qu'il y a un prix des prix ? Nous n'avons pas voulu, pour une première édition, c'est un premier essai. Nous avons voulu faire les choses selon nos moyens. Nous voulons essayer une première édition et par la suite, l'appétit venant en mangeant. Nous espérons qu'à côté du ministre de la Santé, du DG de la RTI, du représentant pays de l'OMS, d'autres personnes viendront, des entreprises, des personnes qui sont touchées par cette cause-là viendront nous accompagner pour que les années à venir, les prix se bonifient. Un appel à lancer ? Oui, un appel à lancer à tous les journalistes, les confrères, à s'impliquer davantage dans la lutte anti-tabac parce que nous sommes dans la communauté, nous avons un petit frère, nous avons une sœur qui fume, nous avons un neveu qui peut être atteint d'un cancer parce qu'il fume simplement. Donc nous avons ce rôle-là de sensibiliser les populations, ce rôle-là d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire, d'accompagner le ministère de la Santé et surtout de dénoncer les dangers liés à la consommation du tabagisme. Je vous rappelle qu'il fait 5000 morts chaque année en Côte d'Ivoire et qui coûte 28 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Donc à nos plumes, à nos caméras, à nos micros et ensemble, boostons la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Nous allons dire bon vent à la première édition de la plume anti-tabac. Monsieur Agoussi, merci. Merci.